Pour conclure cette série de webinaires, je vais résumer les différentes présentations que nous avons eues. Je vais donc revenir sur les informations clés et les conseils pour gérer les risques liés au climat. Je vais d'abord revenir sur ce schéma que le professeur Taylor avait partagé avec nous pour mieux comprendre comment intégrer le changement climatique à la planification de la gestion forestière. Ce cycle de gestion présente les étapes à suivre. On commence par définir la portée et l'échelle. On définit un contexte. Où est le lot boisé, à qui il appartient, son historique, etc. C'est aussi au cours de cette étape qu'on va définir des objectifs de gestion. Ensuite, la deuxième étape, on caractérise et on évalue. Là, on va décrire l'état de la forêt grâce à des indicateurs comme la composition des essences, l'âge du peuplement, le volume commercialisable ou l'abondance des habitats fauniques. Dans un troisième temps, on modélise et on prévoit. Alors ici, on va prévoir l'évolution du peuplement au fil du temps en utilisant un modèle. Le modèle peut aller de l'avis d'un expert jusqu'à un modèle informatique. À petite échelle, prendre l'avis d'un expert est déjà un très bon point de départ. À la fin, on va planifier et faire un rapport. On va analyser différents scénarios, les coûts, les avantages, les inconvénients, et on va choisir le meilleur plan pour atteindre l'objectif fixé. Pour résumer ce schéma en quelques mots, vous devez savoir ce que vous voulez et ce que vous avez et comprendre comment ça va évoluer. Ensuite, il faut évaluer et planifier pour enfin gérer le lot boisé. Dans un contexte de changement climatique, il est recommandé de choisir des objectifs adaptés à cette réalité. Il faut ensuite évaluer le lot boisé et envisager des scénarios qui sont axés sur le climat avant de choisir le plan de gestion final. C'est là qu'on va regarder des indicateurs qui ont du sens dans un climat changeant. On regarde par exemple la diversité des espèces ou les stocks de carbone. Il faut également tenir compte des risques liés au climat. Et en parlant de ces risques, revenons maintenant sur les informations clés et les conseils partagés tout au long de cette série de webinaires. Commençons par les espèces d'arbres à risque présentées par Megan de Graaf. La photo que vous voyez à l'écran a été prise à Windsor. Elle montre l'arbre provincial du Nouveau-Brunswick, le sapin baumier. Malheureusement, c'est une espèce d'arbre à risque. L'information clé de ce webinaire est ce tableau qui peut être très utile pour gérer un lot boisé. Il présente les espèces d'arbres de la forêt Wabanaki acadienne et leur potentiel futur. Ce tableau est disponible en français. De manière générale, les espèces boréales adaptées au climat froid devraient décliner avec le changement climatique, comme par exemple le sapin baumier, tandis que les espèces tempérées devraient mieux s'adapter, comme le chêne rouge. Cela dit, vous devez faire attention, les écorégions ne sont pas toutes identiques. Je rappelle que la forêt Wabanaki acadienne couvre plus de 100 000 km² dans l'est du Canada. Les conditions environnementales varient d'une région à l'autre. Et donc, le potentiel d'adaptation d'une espèce au changement climatique va dépendre de son emplacement et des caractéristiques de la région où elle se trouve. L'altitude, le type de sol, la proximité de la côte, voilà des exemples de facteurs qu'il faut prendre en considération. Maintenant, comment gérer dans un climat changeant? Lors de la planification, on conseille de tenir compte des éléments suivants. La composition actuelle des espèces. Est-ce qu'il y a des espèces à risque? La couche de régénération. N'oubliez pas que c'est l'avenir du lot boisé. Il faut aussi tenir compte des caractéristiques du site susceptibles de limiter les changements de composition. Vous voulez peut-être introduire une espèce, mais le sol n'est peut-être pas adéquat. Comme vous voyez, il est important de penser à ces facteurs, mais ce n'est pas tout. Il est également important de penser diversité des espèces et complexité.
Quand on parle de complexité, on parle de la diversité des âges, de la présence ou non de chicots, de débris ligneux grossiers et d'autres éléments naturels. Au final, plus une forêt est diversifiée et complexe, mieux c'est. Après les espèces d'arbres à risque, nous avons parlé de la sécheresse avec Loïc d'Orangeville. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit, il s'agit de Grand Sault. J'ai pris cette photo début septembre. Je dois dire que j'ai été très étonnée de ne pas voir la chute d'eau. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que le barrage a été fermé pour conserver l'eau à cause de la sécheresse que nous avons eue cet été. Je trouve donc que cette photo représente bien le risque de sécheresse. En ce qui concerne la sécheresse, commençons par dire que le Nouveau-Brunswick présente un bilan hydrique très favorable par rapport au reste du Canada. Mais il n'est pas immunisé à la sécheresse dans un contexte de changement climatique. Le risque de déclin de certaines espèces va augmenter dans les prochaines décennies. Des signes sont déjà visibles. Alors, pour évaluer le risque de sécheresse, 3 facteurs sont importants. D'abord, le type d'espèce, leur capacité à s'adapter à la sécheresse. Certaines espèces sont capables de s'adapter. Ensuite, les conditions du site, la température, la disponibilité en eau. Et enfin, la condition du peuplement. Plus le peuplement est dense, plus la compétition pour l'eau est élevée. La taille des arbres joue également un rôle. Les arbres de grande taille ont des besoins en eau plus élevés. Pour gérer dans un climat changeant, il faut diversifier le peuplement. Il faut diversifier les espèces et la structure d'âge. Il faut aussi favoriser les espèces adaptées aux conditions plus chaudes et plus sèches, comme le chêne rouge ou le pin blanc, et réduire la proportion d'essences vulnérables comme le sapin baumier. On conseille également de réduire la compétition pour l'eau par des éclaircies. Les études ont montré que les éclaircies réduisent de manière significative l'effet des sécheresses. Mais gardez en tête que les effets positifs des éclaircies diminuent avec le temps. Maintenant, on va passer au vent, qui a été présenté par le professeur Anthony Taylor. Cette photo d'un chablis a été prise à Bathurst. Le vent fait partie intégrante de la forêt Wabanaki, tout comme d'autres risques d'ailleurs. Maintenant, prévoir l'évolution du vent avec le changement climatique est complexe. L'impact du changement climatique sur le vent est incertain, mais il faut s'attendre à plus et non à moins de vent à l'avenir. Les études suggèrent une augmentation potentielle de la fréquence et de l'intensité des tempêtes et une augmentation potentielle de l'intensité des ouragans remontant vers le nord. Pour évaluer le risque de vent, on va s'intéresser à la capacité d'un arbre à résister au vent. Cette capacité dépend de divers facteurs. J'en cite quelques-uns, comme la taille de la couronne, la solidité du bois ou l'ancrage des racines dans le sol. Maintenant, pour gérer dans un climat changeant, il faut promouvoir et encourager les peuplements mixtes lorsque cela est possible, car ils sont plus résilients au vent. Une plus grande proportion de feuillus et de pins augmente la résistance au vent, alors qu'une plus grande proportion d'épinettes et de sapins va diminuer la résistance au vent. Il faut tenir compte de l'exposition topographique, par exemple des collines exposées en bord de mer, des sommets ou des vallées abritées. L'impact du vent diffère d'un endroit à un autre. Il faut aussi tenir compte de la profondeur de la couche d'enracinement. Est-ce que les racines sont superficielles? Est-ce qu'elles sont profondes? La stabilité d'un arbre dépend de ce facteur. Pour finir, n'oubliez pas que les arbres se protègent mutuellement. Un peuplement dense est plus résistant au vent qu'un arbre isolé. Donc, les ouvertures dans une forêt diminuent la protection mutuelle entre les arbres et augmentent la vulnérabilité au vent. Poursuivons avec les ravageurs et maladies présentées par Sarah Weatherby. Vous reconnaissez probablement la maladie que vous voyez à l'écran, la maladie corticale du hêtre. Cette photo a été prise à Edmundston.
Les insectes et les maladies font naturellement partie des écosystèmes forestiers, mais le changement climatique va amplifier leur impact. Nous allons probablement observer un déplacement vers le nord des insectes du sud. Avec le réchauffement climatique, les insectes qui prospèrent dans des environnements plus frais et plus humides pourraient voir leur nombre diminuer, alors que les insectes des régions plus au sud, qui aiment les environnements plus chauds, pourraient migrer vers le nord. Avec le changement climatique, il y aura probablement une augmentation de la fréquence et de la gravité des épidémies. Les hivers plus doux favorisent la survie des ravageurs. Une augmentation des espèces envahissantes est également possible. Et finalement, les propriétaires de l'eau boisée seront directement affectés. Les coûts liés au traitement vont augmenter et l'incertitude sur l'avenir de leur eau boisée va s'accentuer. Dans un climat changeant, on conseille vivement d'encourager la diversité des espèces et les peuplements mixtes avec plusieurs classes d'âge et des espèces résilientes. Supposons que votre lot boisé est touché par un ravageur ou une maladie. Si vous avez une seule espèce d'arbre dans votre lot boisé, la perte sera probablement totale. Si le peuplement est diversifié, le risque est plus faible et la perte sera partielle. Ensuite, il faut effectuer des coupes d'assainissement en cas d'espèces envahissantes. Il faut répondre rapidement. Enlever les arbres infectés permet d'éviter toute propagation. Il faut aussi adopter une biosécurité stricte. Alors là, je vais m'attarder un peu. Quand vous transportez du bois de chauffage, par exemple, ou quand vous introduisez des plants dans votre lot boisé, faites très attention que le bois ou les plants soient sains, parce qu'il est très facile d'introduire et de propager des ravageurs ou des maladies. Et se débarrasser du problème est très difficile. Alors soyez vigilants. Pour finir, il faut penser à la lutte intégrée contre les ravageurs. Pour simplifier, il s'agit d'une approche de gestion respectueuse de l'environnement. Elle limite donc les effets indésirables sur l'environnement et sur la santé humaine. Alors, la lutte intégrée contre les ravageurs comprend la mise en œuvre de diverses techniques. La technique qu'on évoque souvent est la lutte biologique. Cette technique utilise des organismes vivants comme prédateurs pour contrôler une population de ravageurs. Bref, globalement, la lutte intégrée contre les ravageurs est une approche complexe, mais ça vaut la peine de la garder en tête. Passons maintenant au dernier risque que Roger Collett a présenté il y a peu, les feux de forêt. Cette photo a été prise entre Miramichi et Bathurst, là où il y a eu un feu de forêt cet été. Le changement climatique accentue le risque de feux de forêt. Leur fréquence et leur intensité devraient augmenter. Au Nouveau-Brunswick, même si les dernières années ne reflètent pas cette tendance, il faut également s'attendre à une augmentation des feux de forêt. Revenons maintenant sur les différents facteurs ayant un impact sur la propagation et l'intensité des feux de forêt. Bien entendu, nous avons les braises et les étincelles, la chaleur extrême et les flammes directes. Le climat et la topographie ont également un impact. La température, l'humidité, la présence de vent, la forme du paysage. Est-ce que c'est une pente, par exemple? C'est important parce que les feux de forêt se propagent plus rapidement en amont. Ensuite, il y a la quantité, la masse de combustible disponible, qui est un facteur clé dans la façon dont les incendies brûlent. Enfin, il y a la continuité. Quand les combustibles sont répartis de manière continue, cela permet au feu de se propager plus rapidement et de brûler plus intensément. Pour gérer dans un climat changeant, il est conseillé de privilégier les peuplements mixtes et de promouvoir les feuillus. Les feuillus sont plus résistants au feu que les conifères. Il faut réduire les charges de combustible autant que possible. Il est également important de pratiquer la prévention des feux de forêt. Par exemple, réduisez ou même arrêtez vos activités forestières en cas de sécheresse extrême.
Dans de telles conditions, la moindre étincelle peut déclencher un feu de forêt. Donc, soyez prudents. Et faites attention aux points d'accès, aux voies publiques, à vos camps, vos chalets. Il est conseillé de réduire la charge de combustible dans ces zones et de les maintenir dégagées. Faites également attention aux lignes électriques et aux arbres qui sont à côté de ces lignes. Pour conclure, gérer un lot boisé en prenant en compte les différents risques liés au climat que nous venons d'évoquer n'est pas une tâche facile. Une action pour réduire la vulnérabilité d'un peuplement à un risque peut augmenter sa vulnérabilité à un autre risque. C'est complexe, mais les compromis sont possibles. C'est pour cela qu'il faut envisager différents scénarios et choisir le plus adéquat. Alors, si vous souhaitez gérer votre lot boisé dans un climat changeant, on vous conseille de prendre l'avis d'un expert pour mettre en place un plan de gestion. Gardez en tête que le changement va prendre du temps et qu'il va probablement nécessiter un investissement matériel et budgétaire. Vous devez aussi accepter qu'aucun lot boisé n'est sans risque. Il y aura toujours un certain niveau de risque. Enfin, on vous conseille vivement de surveiller régulièrement votre lot boisé. En cas de signe alarmant, contactez rapidement un expert. N'agissez pas sans demander. Et le mot de la fin est diversité. C'est le mot-clé. Plus le peuplement est diversifié et complexe, plus il sera résilient au changement climatique. Merci de votre attention. La Fédération des propriétaires de l'eau boisée du Nouveau-Brunswick tient encore une fois à remercier les conférenciers d'avoir collaboré et partagé leurs connaissances précieuses. Merci.